Quand on a ouvert le Ninkasi, le directeur de Cronenbourg de 97, je me souviens plus de son nom, a dit à notre distributeur, je leur donne pas 3 mois. Si vous parlez de Ninkasi à un Lyonnais, il vous dira peut-être que c'est la déesse sumérienne de la bière, mais vous avez beaucoup plus de chances d'entendre un truc du genre oh Ninkasi, oh c'est une institution, et c'est cher bien. Ninkasi, c'est une histoire qui commence en 1995 dans la tête de Christophe Fargier, qu'on a vu au début de la vidéo et qu'on reverra à la fin. Pour resituer, 95, c'est Chirac président, c'est la Renault Mégane, t'étais peut-être même pas né, mais surtout 95 en France, la bière artisanale, connais pas. Bière oui, artisanale oui, bière artisanale, jamais entendu parler. En fait, c'est une époque où le marché de la bière est complètement inondé par les industriels et verrouillé par les distributeurs, notamment à cause des contrats brasseurs. Bah oui, quand on peut pas mettre sa bière dans un bar parce qu'il y a un contrat d'exclusivité, c'est tout de suite plus difficile de la vendre ou de faire connaître sa brasserie, et c'est toujours le cas aujourd'hui. Vous vous êtes jamais demandé pourquoi, dans la plupart des bars, on retrouvait toujours les mêmes bières ? J'ignorais. On y reviendra. Du coup, là, Ninkasi, ou le Ninkasi comme ils disent, eh ben ils ont contourné le problème. Ils ont décidé de faire leur propre bière pour la vendre dans leur propre bar. Et ça, c'était super innovant en France à l'époque. Et c'est que le début. Ninkasi, c'est quasiment 25 ans de promotion de la bière artisanale, d'indépendance, de développement de filières, de soutien des artistes émergents, de brassage brassicole, mais aussi social et culturel, puisqu'ils se définissent eux-mêmes comme ça, comme des lieux de brassage. Alors ce que je vous propose, c'est de vous faire visiter la brasserie, comme ça vous verrez d'où viennent les bières et les quilles que vous avez peut-être dans votre frigo, puis d'aller rendre visite au boss, là où tout a commencé. Ah, et j'en profite aussi pour dire à ceux que ça intéresse que les interviews sont disponibles en version complète sur ma chaîne secondaire, vous avez le lien en description. Nous voici donc arrivés à Tarare, à quelques kilomètres de Lyon, où Ninkasi a déménagé sa production en 2012 dans les anciens bâtiments des teintureries qui faisaient jadis la fierté de la ville. Déjà, ce qui est pas banal, c'est que la brasserie est posée pile poil sur une ramification de la Turdine, une rivière qui fournit en abondance une eau plus douce qu'un petit bébé chaton. Forcément, on est fin janvier, c'est ambiance Covid. On va pas épiloguer, c'est parti. Donc on commence par longer un grand bâtiment entièrement rénové et on arrive rapidement sur la zone de livraison et d'expédition. C'est notamment dans ce grand silo qu'est stockée une grosse partie du malt. On va y revenir plus tard. Évidemment, je vous fais rentrer par la petite porte et tout de suite sur la droite en rentrant se trouve justement la salle de concassage qui sent bon la céréale et la farine de malt. Tous les ajouts de malt spéciaux se font par au-dessus, on va y aller, mais juste avant il faut que je vous montre un petit truc. En fait, vous voyez les fûts classiques de 30 litres, les Kikeg ou les fûts en inox. Et bah chez Ninkasi, pour leur site de Gerland, ça part tellement vite qu'ils ont fait des fûts de 1000 litres pour pas perdre de temps à les changer toutes les 5 minutes. Faut pas se le faire tomber sur le pied celui-là. Juste à côté, vous avez une laveuse de fûts automatique, c'est assez hypnotique, mais bon, je vais pas m'arrêter sur toutes les machines de la brasserie, sinon on va y passer la journée. Donc, on monte au premier étage, et là, vous avez des trucs sympas, comme la chambre froide, pleine de bons houblons, du jus de cerise en veux-tu en voilà, le labo avec ce cher Frédéric, aka le poissard de l'abbaye des Rocs. C'est moi le poissard, mais t'inquiète, je me suis amélioré, ça va un peu mieux maintenant. Il m'a même confié que c'est la vidéo de Bear Grylls qui l'avait inspiré pour aller chasser la levure sauvage du côté de Tarare, et si la perle rare ne s'est pas encore montrée, c'est plutôt en bonne voie. Et ce dont je vous parlais plus tôt, les maltes spéciaux qui sont ajoutés en fonction des recettes. Ensuite, tout est acheminé dans ces tuyaux vers la salle de brassage. Et comme c'est là-bas que ça se passe, bah c'est là-bas qu'on va. Je m'appelle David Hubert, donc je suis maître brasseur au Ninkasi depuis maintenant 22 ans. À la base, j'ai passé un diplôme d'ingénieur chimiste et ensuite j'ai fait un diplôme spécialisé en brasserie en Belgique pendant 1 an et demi. J'ai fait mon stage de fin d'études au Ninkasi et depuis, je suis toujours là. T'étais le seul brasseur avec Christophe ?
Avec Christophe, il m'a accueilli à la brasserie. C'était lui le seul brasseur. Donc il m'a appris à me servir du matériel, la salle de brassage, etc. Et au bout de 2 mois, il est parti. Il m'a laissé les rênes, voilà. C'était quoi ta première bière? Orval, c'est ma première gorgée de bière quand j'avais 14 ans. C'est mon papa qui m'a fait goûter. Et Tu peux nous parler des ingrédients? C'est simple, hein, c'est que des ingrédients naturels. On travaille pas avec des arômes, pas de colorants. Voilà, c'est le plus naturel possible. Et si on peut pas le faire, on le fait pas. On travaille avec énormément de maltes spéciaux, on travaille avec beaucoup de houblons différents. On doit avoir à peu près 35 houblons différents dans l'année sur l'ensemble des recettes. On a 18 souches de levure différentes. On a déjà travaillé avec des poivres, jus de cerise, fleurs d'hibiscus, fleurs d'acacia. Actuellement, on fait une Imperial Creek. Donc on utilise du jus de cerise. Il n'y a pas d'arôme, il n'y a pas de concentré. C'est vraiment du jus de cerise, une cerise qui vient de la région. Et on l'aromatise avec une barrique de morgon qu'on découpe en morceaux. Entrez, lieutenant. Lieutenant. Et qu'on met dans la cuve de fermentation. Ce qui va donner ce petit côté vineux à la bière, hein, qui est vraiment intéressant. C'est un bel équilibre, je trouve. Ouais. Et l'eau dans tout ça? Alors à Tarare, on a une autre source granitique des monts du Beaujolais. Une eau qui est très douce, très peu calcaire. On a eu une surprise, c'est qu'on a fait nos bières brunes acides. Le malt torréfié donne de l'acidité et les eaux douces n'arrivent pas à contrecarrer en fait cette acidité. Est-ce que vous faites évoluer les recettes parfois? Oui, on n'hésite pas à reprendre une recette et puis à la retravailler. Actuellement, je peux te dire, on va travailler sur notre recette de blanche. Je trouve qu'elle est un petit peu trop sucrée. J'aimerais qu'elle soit un peu plus désaltérante. Ensuite, on va travailler sur notre porteur de Lyon. La porteur de Lyon, c'est un style historique lyonnais. Alors, il y a la Saône et le Rhône, et on parlait d'un 3e fleuve pour la bière. Voilà. Et on s'est dit, on va essayer de travailler avec des houblons locaux, du malt local. Donc, on va retransformer cette recette pour vraiment lui donner aussi cette identité terroir. C'est quoi le prochain projet? En mai, on sort une low alcool qui j'espère fera en dessous de 1,5%. On va pas viser le no alcool, on va viser le low alcool. Je veux pas faire une bière dont je stoppe la fermentation puis qui reste sucrée à la fin. Je trouve ça dégueulasse. Et je veux pas faire une bière que je fais fermenter, que je désalcoolise après. Voilà. On va sûrement en faire une sour à la mûre. Voilà. Derrière toi, c'est la distillerie. Ça se passe comment? On commence à créer une gamme de bières vieillies dans les barriques de whisky. Bien sûr, c'est à la mode, hein, les bières vieillies en barrique. Mais nous, notre chai, qu'est-ce qu'il va avoir de particulier? C'est nos propres fûts de whisky qui ont servi à vieillir notre whisky et on fait vieillir notre bière dedans. Avant d'enchaîner avec la distillerie, je vais juste vous montrer vite fait les fermenteurs qui sont juste en dessous. Comme je vous le disais au début, la brasserie est posée sur la turdine, la didine. Elle est là, juste en dessous, alors qu'il a fallu installer des poutrelles pour que les fermenteurs ne descendent pas d'un étage sur un coup de tête et que tout se casse la gueule. Et boum, ça tombait. Allez, on remonte pour redescendre, direction la distillerie, où on retrouve le terrain de jeu d'Alban, qui s'éclate depuis quelques années à créer des vodkas houblonnés, des gins ou des whisky hauts en couleur, dont les barriques pourront servir à faire directement vieillir les bières brassées juste à côté. Je suis là depuis 8 ans. déjà 8 ans. Pour le whisky, c'est de l'orge. J'ai besoin de la brasserie pour faire un brassin. C'est de l'orge, des levures et de l'eau. Quand on vient de le brasser, c'est très très sucré, c'est très doux, c'est agréable. On a l'impression d'avoir une biscotte en liquide toute sucrée avec beaucoup de sucre dessus. On pourra en boire sans problème, sans s'arrêter, pardon. Après la fermentation, donc on a plus côté sucré, on a beaucoup d'arômes de céréales. Donc on a un tout petit peu de malt tourbé pour accentuer le côté céréales après. Et après on a eu des possibilités de mettre la moitié tourbé, la moitié pilsen. Donc on joue aussi déjà rien que ça sur la base sur des choses assez sympas. Le whisky est vraiment un pompeur de mémoire sur les tonneaux, ça régale à travailler dessus. Maintenant qu'on a fait le tour, il est temps de prendre la voiture et de quitter Tarare pour aller là où tout a commencé, au Ninkasi, Gerland. Covid oblige, comme pour tous les bars et toutes les salles de concert, l'ambiance y est plutôt fantomatique et grisante. Mais ce soir, c'est un soir assez spécial. Il y a un concert au Ninkasi, le premier d'une série dont le public n'est pas sur place, mais en ligne. Retranscrit en direct, c'est une solution maligne pour pouvoir continuer à faire vivre la scène et les artistes. C'est ici que Ninkasi a commencé, et le mieux placé pour en parler, c'est l'intimidant mais sympathique Christophe Fargier. Je m'appelle Christophe Fargier, j'ai créé le Ninkasi en juillet 1995. J'étais à l'époque avec un ami américain, Kurt Hoffman, qui est originaire de Portland dans l'Oregon et qui m'a parlé du phénomène des microbrasseries dans sa ville. J'ai fait une formation à Chicago, au Siebel Institute of Technology. Dans le garage de Kurt, je pense qu'en l'espace d'une année, on a dû brasser une centaine de recettes. Quand je suis revenu en France,
Il y avait déjà, on va dire, un bagage. Ça s'est passé comment, les débuts? Avec Kurt, on disait à Lyon, il y a les verts et les rouges, hein, Kronenbourg et Heineken pour simplifier. Et on a dit, au Ninkasi, il n'y aura ni les verts ni les rouges, il y aura Ninkasi. C'était une façon de dire, on va proposer quelque chose de différent, de qualitatif. On va pouvoir faire quelque chose de bon et d'accessible. Moi, j'adorais la bière à l'époque. J'ai adoré apprendre à fabriquer la bière. On adorait la musique. On adorait les bars, les pubs. Donc on a fait le lieu de nos rêves, celui qu'on aurait aimé avoir pendant nos années d'étudiants. L'idée à l'époque, ça a été de fabriquer de la bière et on s'est très rapidement rendu compte qu'on aurait des difficultés à la distribuer dans les bars et dans les restaurants parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de marché pour la bière artisanale et les bars étaient sous contrat. Quand on a voulu ouvrir le Ninkasi, on a été mis en concurrence avec un Quick et avec des gens du milieu de la nuit lyonnaise qui voulaient faire une grande discothèque. Finalement, le propriétaire a choisi notre projet. Et puis le maire d'arrondissement aussi, à qui on a présenté le projet, qui a adoré ce qu'on avait envie de faire. Tu te barres aux États-Unis l'année de la création de la DSP. C'est une coïncidence? Alors moi, j'ai jamais été un fan de la Desperados. À l'époque, les bières que j'aimais bien, en fait j'en buvais pas énormément, mais il y en a une que j'aimais bien parce que j'avais un copain architecte qui était breton, c'était Coref. Pour moi à l'époque, les bonnes bières qui avaient du goût, c'était les bières bretonnes. Si je te dis Coupe du Monde 98. C'est des super souvenirs et puis je pense que ça sauve le Ninkasi. En fait, quand on a ouvert le Ninkasi en septembre 97, ça a été très difficile. Moi j'étais au bar, hein, donc j'ai plein de clients qui me disaient que notre bière était dégueulasse. Alors pourquoi ils la trouvaient dégueulasse? Parce qu'elle avait tellement de goût par rapport à leur référentiel. J'ai passé des heures et des heures et des heures à dire mais non, vous avez le droit de pas l'aimer. Parce que les goûts, c'est des choses qui se discutent pas, mais vous ne pouvez pas, je peux pas vous laisser dire qu'elle est dégueulasse. Je vais vous expliquer pourquoi vous êtes surpris, et donc d'expliquer ce qu'on faisait, comment on fabriquait. À l'époque, on utilisait que des levures de L, donc c'était des bières de fermentation haute. On était vraiment que dans des styles anglais de bière, donc c'est vrai que c'était des surprises. Et petit à petit, alors ça a été dur. Parce que quand vous êtes passionné, quand vous croyez dans ce que vous faites, c'est des douches froides en permanence. En fait, on a mis énormément de temps à trouver notre public et la Coupe du Monde qui s'est tenue en face de l'établissement, qui a amené énormément de supporters, nous a permis de trouver notre clientèle. Mais je pense que s'il n'y avait pas eu la Coupe du Monde 98, on aurait peut-être pas survécu, on aurait peut-être dû baisser les bras. Donc il faut un peu de chance pour réussir. Tu penses quoi de la position des brasseries Indus aujourd'hui? Écoute, en 97, moi ce qui me dérangeait un petit peu, c'est qu'elles aient complètement verrouillé le marché, hein, les contrats brasseurs qui interdisaient la possibilité de rentrer dans un bar. Et puis c'était pas vraiment eux qui étaient décisionnaires, mais vis-à-vis des réseaux de distribution, aucun intérêt pour les bières artisanales. C'est une petite anecdote qui est marrante, mais quand on a ouvert le Ninkasi, notre distributeur à l'époque a fait venir le directeur de Kronenbourg parce qu'ils ouvraient à Vienne un concept, un bar Kronenbourg autour du sport. Le directeur de Kronenbourg de 97, je me souviens plus de son nom, a dit à notre distributeur, je leur donne pas 3 mois. En fait, je pense qu'à l'époque, on faisait sourire tout le monde et il a fallu se battre. Ça a été un vrai combat. Les industriels aujourd'hui ont un autre regard sur les petites brasseries artisanales indépendantes. Je pense qu'il y a plus de respect. On le voit de toute façon, elles s'intéressent au point de les racheter. Et aujourd'hui, dans les grosses brasseries industrielles, il y a des brasseurs qui sont très compétents, qui ont vraiment un amour du produit, qui aiment la bière. Malheureusement pour eux, ils ont perdu le pouvoir de décision qui souvent maintenant c'est la finance, ce qui n'est pas le cas au Ninkasi. Du moins, au Ninkasi, les brasseurs, ils ont le pouvoir et aujourd'hui, s'ils estiment que le produit il mérite pas d'être fait, c'est eux qui décident. Tu dis quoi à ceux qui trouvent que Ninkasi c'est trop grand? On est une petite brasserie artisanale, même si on nous trouve gros, on ne fait que 24 000 hectolitres de bière, c'est tout petit. Je pense qu'aujourd'hui, notre challenge, c'est de prendre des parts de marché aux industriels. Aujourd'hui, on ne sait pas si c'est 7, si c'est 5, si c'est 6% de ce qu'on prend. En fait, ça sert à rien de se battre entre nous. Le challenge, c'est de se serrer les coudes, d'essayer de progresser, de s'améliorer ensemble, d'éduquer, d'élargir notre clientèle pour prendre une part du gâteau. Et aujourd'hui, les industriels, pour essayer de maintenir ce gâteau, ils essayent de mettre la main sur les petites brasseries. Et aujourd'hui, je pense qu'il faut garder notre indépendance. Et on a été à l'initiative avec d'autres de la création du syndicat des brasseurs indépendants. C'est important, du moins nous, c'est un projet
auquel on croit beaucoup, dans lequel on s'investit. Pour nous, il y a une énorme importance à ce que les brasseurs qui sont réellement indépendants arrivent à prendre une part plus importante du marché de la bière en France. Ce que j'ai aimé avec Ninkasi, c'est qu'ils illustrent toute la quintessence, toute la tentacularité de la bière, comme j'aime bien dire, en bon adorateur de Cthulhu. Ils ont réussi à sublimer la boisson en faisant graviter autour d'elle tout un tas d'autres univers, comme les spiritueux avec une belle synergie, la bouffe, la musique. Et leur rayonnement permet de tirer vers le haut d'autres acteurs de la filière brassicole, mais pas que. En tout cas, Ninkasi, c'est une belle histoire et un bel exemple qui prouve qu'avec des gens passionnés par ce qu'ils font, du travail, de la chance, de l'ambition, eh ben, on peut faire sa place et on peut commencer à jouer des coudes avec les gros, avec les très très gros, avec les rouges et les verts, hein, n'est-ce pas? Ou avec même certains mangeurs de haggis qui vont pas tarder à s'installer à Lyon. En tout cas, j'ai hâte de voir comment les lieux de brassage Ninkasi vont évoluer dans les années qui viennent. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas que les interviews sont disponibles en version intégrale avec d'autres vidéos un peu plus détentes sur ma chaîne secondaire. Un immense merci à tous celles et ceux qui soutiennent la chaîne d'une façon ou d'une autre, à tous les nouveaux membres de l'ordre du point houblonné. Et moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, Force et houblon!